Charles Trenet, dit le fou chantant, est une icône musicale française indélébile qui a fait vibrer des millions de cœurs grâce à ses mélodies envoûtantes, vibrantes et poétiques. De l'immortel La Mer au nostalgique, que reste-t-il de nos amours? Mais derrière son large sourire, ses yeux pétillants et son élégant fedora incliné, se cache un voile mystérieux qui dissimule les recoins les plus profonds de son âme, une réalité complexe et parfois douloureuse qu'il dévoile rarement, même dans ses moments les plus sublimes sur scène. Alors que le monde musical admirait un Charles Trenet qui continuait de se produire malgré son âge avancé, conservant sa folie romantique, une profonde tristesse, invisible et informe, a commencé à s'insinuer en lui. Non pas le regret habituel de la vieillesse, mais un vide délibéré, un gouffre creusé par des choix, des sacrifices et des secrets enfouis depuis des décennies, faisant de cet artiste célèbre, malgré l'amour du public, un homme seul dans son propre monde. La situation actuelle de Trenet, malgré le sommet de la gloire et de la fortune, est une symphonie d'absence. L'absence d'une famille traditionnelle, l'absence d'un amour reconnu publiquement, et l'absence de répit face aux commérages incessants, autant de fantômes hantant sa maison isolée, où ne subsistent que les échos de ses chansons. Cette tristesse n'était pas seulement un regret pour sa jeunesse perdue, ou une inquiétude pour sa santé déclinante, mais elle semblait prendre la forme d'un souvenir enfoui, un secret personnel si lourd, si différent des normes sociales de l'époque, que Charles Trenet dut se construire un personnage de scène si brillant qu'il en devenait presque dissocié de son être véritable, un homme sensible et vulnérable aux prises avec sa sexualité et ses relations. Sa carrière fut un flot incessant de succès, mais ce flot était régulé par une vigilance constante, une vague peur d'être exposé, d'être jugé, culminant dans les scandales qui avaient failli l'engloutir par le passé, les blessures émotionnelles qui ne se sont jamais complètement refermées. Il se servait de la musique comme d'un rempart, de l'excentricité comme d'un bouclier pour protéger son intimité, mais la solitude imprégnait chaque note, chaque mot, conférant même aux chansons les plus joyeuses une pointe d'amertume, une tristesse indicible. On connaît Charles Trenet, le chanteur légendaire, mais on sait peu de choses sur Charles. L'homme aux sentiments si humains, constamment tiraillé entre sa vérité et les attentes du public. C'est ce conflit intérieur qui engendrait une pression invisible, un fardeau émotionnel qu'il porta toute sa vie. La question la plus profonde qui planait sans cesse sur l'intimité de Trenet est: que cachait-il? Un amour inavoué, une vérité de genre condamnée par la société de l'époque, un pacte secret avec lui-même en échange d'une carrière brillante, un souvenir douloureux lié à sa famille ou à un être cher disparu. Autant de secrets qu'il dissimulait sous les traits d'un artiste joyeux et libre, telle une mélodie de jazz mélancolique sur fond de valse entraînante, une contradiction lancinante qui ne demandait qu'à être dévoilée. La vie de Charles Trenet, artiste entièrement dévoué à la musique et à la poésie, est un chapitre riche en contradictions et en ambiguïtés concernant l'amour et le mariage. Un concept qui pour lui semblait n'exister que sur le papier et dans les chansons romantiques, et non comme une réalité durable. Le fait que Charles Trenet ne se soit jamais marié au sens traditionnel du terme, qu'aucun mariage officiel n'ait été enregistré, contraste fortement avec l'image publique du fou chantant, passionné, qui lui était souvent présenté, l'absence de partenaire tout au long de sa vie, accentuant la solitude délibérée évoquée au chapitre 1.
L'absence de mariage n'impliquait cependant pas l'absence de relations affectives profondes et d'attachements intimes qui ont façonné sa personne et sa musique, des relations souvent hors des normes sociales de l'époque, et donc toujours tenues secrètes, dans l'ombre d'une intimité absolue. Cette dissimulation exerçait sur l'artiste une pression psychologique invisible. La relation la plus importante et la plus marquante, bien que n'étant pas un mariage, fut celle qu'il entretint avec Georges Elmy, son compagnon, manager et proche collaborateur pendant des décennies. Cette relation, à la fois publique et secrète, était bien connue des artistes et des initiés, mais ne fut jamais officialisée ni même ostensiblement nommée devant le public français conservateur de l'époque. Vivre dans ce déni constant fut une forme de détresse. Il ne s'agit pas ici d'un divorce légal, mais de l'effondrement du rêve d'une vie amoureuse, publique, respectée et acceptée. C'est l'effondrement de l'estime de soi, dû au maintien d'une façade parfaite, d'une fiction sociale, pour protéger sa carrière et sa réputation. Un fardeau que Trenet dut porter durant ses années de gloire. Un autre aspect de cette détresse réside dans sa relation avec sa mère, une femme qui a profondément marqué sa vie et son art, mais qui fut aussi la source de conflits intérieurs et d'un manque d'affection familiale, la relation père-fils étant quasi inexistante. Il dut souvent chercher l'approbation et l'amour à travers sa carrière et son public. Ses chagrins indicibles et ses désirs inassouvis furent habilement transformés par Charles Trenet en matière artistique dans ses chansons les plus mélancoliques, où la solitude et la nostalgie, comme dans « Que reste-t-il de nos amours ?», devinrent les thèmes principaux, suscitant une profonde empathie chez le public, mais lui offrant aussi un moyen de libérer des émotions d'amour et d'attachement refoulées qu'il ne pouvait exprimer pleinement et publiquement. Plus sa carrière s'épanouissait, plus le fossé se creusait entre la scène et la réalité, faisant de sa vie amoureuse une succession de secrets soigneusement gardés et de relations refoulées. C'est ce sacrifice qui créa une profonde blessure dans l'âme de l'artiste, une rupture plus durable et plus lancinante qu'un divorce. À 87 ans, Charles Trenet était non seulement un artiste chevronné, mais aussi une figure majeure de la culture française. Il avait été témoin de bouleversements historiques, du passage des générations et du passage d'un siècle. Mais le plus remarquable était qu'à cet âge, alors que beaucoup choisissaient le silence et l'introspection, ses propos sur la tristesse qui l'avait accompagné toute sa vie étaient empreints de sobriété et de contemplation. Ces mots, libérés du tumulte de la scène, révélaient une rare sincérité. C'est durant cette période, dans ses rares interviews, que Trenet ne disait pas ouvertement « Je suis triste » ou « Je regrette », mais il brossait un tableau de la solitude en termes poétiques et philosophiques, évoquant sa différence et acceptant que sa vie ne suive pas le cours ordinaire des choses. Il parlait de la tristesse comme d'une compagne plutôt que d'une ennemie, une source d'inspiration qui nourrissait son art. Il décrivait sa vie comme un voyage solitaire sur le vaste océan, la mer, où l'artiste doit barrer seul le navire à travers les vagues de la gloire et du scandale, reconnaissant implicitement que la célébrité et la différence, surtout en termes de sensibilité personnelle, sont le prix à payer pour une grande créativité, et que ce prix est la tristesse de l'isolement. Trenet disait que la mémoire était une chambre d'écho, où il conservait les plus beaux visages et les plus beaux moments, mais aussi les pertes irréparables, les relations brisées ou inachevées, et c'est cette nostalgie constante qui est au cœur de sa mélancolie de vieillesse, une mélancolie qui n'était plus agressive,
mais devenue douce et résignée. Il évoquait également l'immortalité des chansons comme sa plus grande consolation, un moyen de surmonter la finitude de la vie et l'absence des êtres chers, suggérant que l'art était devenu son seul amant et sa seule famille, et que l'absence d'amour personnel était compensée par l'amour infini du public. Interrogé sur ses regrets, Trenet répondit de manière évasive mais significative. Il ne regrettait pas ses choix, mais les choses impossibles, les chemins non empruntés, les vérités tuent. Cela montre clairement que ses secrets personnels restent une blessure jamais complètement cicatrisée. Pourtant, à 87 ans, il a trouvé la paix en vivant avec cette tristesse. La tristesse de Trenet, à cet âge, n'est pas une lamentation, mais la confirmation de la nature solitaire d'un grand artiste qui a puisé dans sa vie la matière première d'une beauté éternelle. Il accepte que les feux de la rampe s'accompagnent toujours de l'ombre d'une intimité bafouée. Le parcours de Charles Trenet est un véritable conte de fées, une histoire de talent inné et de créativité inlassable. Débutant dans les années 1930 et s'étendant jusqu'à la fin du XXe siècle, il est transformé d'un jeune musicien passionné en une icône mondiale de la chanson française. Mais derrière cette aura de gloire se cachait un réseau de secrets soigneusement tissés, principalement liés à sa vie personnelle et à ses sensibilités. Une vérité que la société et les médias français de l'époque ne pouvaient ni accepter ni révéler. Sa carrière prend son envol après sa collaboration avec Johnny Hess, formant le duo Charles et Johnny, puis son illustre carrière solo avec une série de chansons classiques telles que Y a de la joie, Boum, et le chef-d'œuvre La mer, 1946, une chanson improvisée sur un morceau de papier toilette, devenue l'une des chansons françaises les plus reprises de tous les temps, prouvant un génie musical capable de transformer l'ordinaire en art. Tout au long de sa carrière, Trenet dut cependant dissimuler son homosexualité, sujet sensible et tabou dans le contexte socio-culturel de l'époque. Afin de préserver l'image d'un artiste romantique, un peu excentrique mais néanmoins intègre, il dut se montrer extrêmement prudent, usant d'excentricité comme d'une stratégie pour détourner l'attention du public de sa vie privée, créant ainsi une duplicité qui perdura toute sa vie. L'un des secrets les plus sombres et les plus controversés qu'il dut cacher fut le scandale judiciaire des années 1960, où il fut accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure. Cet événement choqua la France et faillit ruiner sa carrière. Bien qu'il fût finalement acquitté en raison du manque de preuves et de l'ambiguïté de la loi à l'époque, cette tâche demeura une grande source d'interrogation et une crainte constante, le poussant à une discrétion encore plus grande. Le deuxième secret que Trenet dissimulait était son immense fortune et ses calculs financiers extrêmement rigoureux. Contrairement à son image de scène insouciante et romantique, c'était un homme d'affaires avisé et prudent, qui protégeait farouchement ses droits d'auteur et ses biens. Ce fait méconnu était pourtant crucial pour son indépendance et sa capacité à mener une vie discrète. Enfin, le plus grand secret résidait dans l'absence d'une famille traditionnelle. Il passa sa vie à en construire une autre, fondée sur son attachement à son manager Georges Elmy, puis à son secrétaire Charles-Adrien Richard, qui fut à la fois son compagnon spirituel et matériel et son héritier. Cet arrangement personnel, dissimulé sous le couvert d'une relation de travail, visait à éviter le jugement social et à préserver la légende immaculée de Charles Trenet. Dans la vie de Charles Trenet,
Faite de secrets jalousement gardés, aucune confession ne fut plus choquante que son aveu indirect, puis quasi public, de son orientation sexuelle et de la nature de ses relations intimes, surtout à la fin de sa vie. Cette révélation tardive mais puissante fut une véritable déclaration de libération après des décennies de carcans sociaux. Cet aveu bouleversant ne prit pourtant pas la forme d'une conférence de presse tapageuse, ni d'une déclaration directe sur l'homosexualité, un terme qu'il employait rarement en public, mais plutôt par des actes concrets et des paroles implicites et suggestives concernant son compagnon et héritier, notamment Charles-Adrien Richard, qu'il avait formellement désigné comme unique héritier de toute sa fortune musicale et personnelle. Qu'une célébrité comme Trenet, connue pour sa vie privée sulfureuse et ayant même fait l'objet de poursuites judiciaires, ait décidé de tout confier au jeune secrétaire qui l'avait accompagné durant les dernières années de sa vie, était un geste éloquent, une confession tacite de la profondeur et de l'originalité de leur relation, une déclaration d'amour et d'engagement qu'il ne pouvait exprimer publiquement. Dans les interviews, il commença à parler de Charles-Adrien Richard non seulement comme d'un assistant, mais aussi comme d'un fils, d'un meilleur ami, de la seule personne en qui j'ai confiance, expression codée pour décrire une relation émotionnelle et familiale hors du commun. Une manière de faire comprendre à la société française que cet homme était la personne la plus importante de sa vie, un arrangement qui, bravant tous les préjugés sociaux, affirmait à sa façon la valeur de l'amour et de la fidélité. Cette confession fut choquante, non seulement parce qu'elle confirmait des rumeurs qui circulaient depuis des décennies, mais aussi parce qu'elle remettait en question les valeurs traditionnelles de l'amour et du mariage que le public imposait encore à un artiste de son envergure. C'était un acte courageux, à la fin de sa vie, que de revendiquer la vérité sur lui-même, même s'il dut recourir à un langage métaphorique pour préserver sa réputation. Cela entraîna également des litiges après sa mort, lorsque des membres de sa famille, des cousins éloignés, tentèrent de contester son testament. Mais les actions de Trenet furent suffisamment fortes pour protéger ses proches, transformant la désignation successorale en une ultime et bouleversante déclaration d'amour, un aboutissement significatif pour une vie vécue dans le secret. La question du nouveau mariage de Charles Trenet est un sujet empreint d'ambiguïté et de métaphore, car, comme on l'a dit, le grand artiste ne s'est jamais marié officiellement. Dès lors, son évocation d'un nouveau mariage requiert une interprétation plus profonde de la notion d'attachement et d'engagement dans sa vie. Vers la fin de sa vie, si Trenet a fait mention d'un nouveau mariage ou d'un nouvel engagement, il ne s'agissait pas d'une relation amoureuse au sens conventionnel du terme, mais plutôt d'une réconciliation avec la musique, avec la vie ou avec lui-même après une série d'événements et une période de solitude, une réaffirmation de son amour pour l'art et pour le public. Après avoir surmonté les scandales judiciaires des années 1960 et une période de calme relatif, son retour en force sur scène à la fin des années 1980 et dans les années 1990 peut être perçu comme une nouvelle union avec les arts de la scène. Il s'y abandonnait alors totalement au public, comme s'il renouait avec son ancien amour, les projecteurs et les applaudissements. Un engagement absolu. Lorsqu'il en parlait, il employait souvent des termes empreints d'enthousiasme et de renaissance, décrivant le sentiment d'être sur scène comme retrouver sa jeunesse ou revenir à la vie.
Une autre interprétation suggère que cette nouvelle union était une reconnaissance publique, quoique indirecte, de sa relation avec son secrétaire, Charles-Adrien Richard, tel qu'exprimé dans son testament, et leur lien indéfectible. En parlant de Richard, Trenet employait des mots chaleureux, empreints d'une rare transparence émotionnelle, déclarant implicitement que c'était la famille qu'il avait choisie, l'engagement qu'il avait pris, un engagement plus authentique que n'importe quel acte de mariage. Il affirmait que le vrai bonheur résidait dans la complicité et une compréhension tacite, sous-entendant que cette relation, bien que non formalisée par le mariage, constituait une profonde alliance spirituelle, un mariage au sein duquel il se sentait en sécurité et aimé. En somme, tout ce que Trenet dit d'un nouveau mariage est une métaphore profonde de la paix intérieure qu'il a enfin trouvée, une paix née de la fidélité à sa nature profonde et de l'acceptation de l'amour tel qu'il se présente, sans plus avoir à porter de masque ni à se conformer à un moule social obsolète, une véritable libération au terme d'un long chemin, d'un long chemin.